Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Weekly Market Analysis. Donc ici François Ablé pour animer cette émission. C'est déjà la troisième émission du mois de janvier. Je suis très content de vous retrouver. C'est une immense joie à chaque fois de vous retrouver et je sais que vous attendez cette émission parce que je vois vos messages, vos commentaires. Je reçois beaucoup de messages et de commentaires en inbox qui me disant que cette émission est un véritable succès et je suis vraiment touché par vos messages d'encouragement et de soutien qui me galvanisent et qui m'amènent à poursuivre donc cette émission. Alors, un grand merci à vous et continuez d'être, s'il vous plaît, actif sur les réseaux sociaux, à partager, à liker, à booster donc cette audience et puis à m'envoyer des questions, des préoccupations ou en dessous des vidéos, même en inbox. Je me fais un réel plaisir de vous répondre et de contribuer à l'information financière, d'accord, qui n'a un seul but, hein, c'est juste pour permettre aux gens d'être le plus éclairés et de faciliter donc l'apprentissage des marchés financiers. Donc, je suis vraiment content de cette émission. Et aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons voir bien sûr l'actualité politique, l'actualité économique. Il ne devrait pas avoir il n'y a pas beaucoup de news, il y a quelques grosses news, on va le développer tout à l'heure. Donc, on va passer en revue tous les actifs majeurs que vous aimez plus. Et également, si vous avez des actifs majeurs que vous souhaitez que je fasse des analyses pour vous et que donner mon opinion, n'hésitez pas à laisser en dessous des vidéos, de m'envoyer en inbox pour que je puisse étudier donc l'actif en question afin de donner mon point de vue sur ce marché si ça vous intéresse, bien sûr. Alors, pour tous ceux qui viennent de nous découvrir, nous sommes le Global Structured Academy, comme vous le voyez à l'écran. Donc, nous sommes une nouvelle structure, une corporation éducative et nous offrons également des formations au trading. Et donc, si vous êtes intéressé, veuillez rentrer en contact avec moi, s'il vous plaît. Nous sommes basés au Canada, donc voilà, nous sommes basés au Canada et nous sommes fiers donc de servir la communauté francophone, franco-canadienne ici, en Ontario. Et pour tous ceux également qui veulent nous suivre sur les réseaux sociaux, veuillez donc chercher donc GSTA, Global Street Academy, sur Facebook et également sur YouTube. Et nous avons aussi un site web qui est le GSTA Academy, donc en un mot.com, donc GSTACADEMIE.com. Donc ça, c'est notre site web où vous pouvez voir donc, notre actualité et les différents services que nous offrons. Voilà. Donc merci pour cette attente pour cette page publicitaire. Alors, je vais commencer donc bien sûr par lire l'avertissement lié au risque, donc l'avertissement de cette activité sur le trading. Comme vous le savez, le trading est une activité risquée. Il est très important de prendre note que cette émission n'est pas une émission à but euh, un incitatif à acheter ou à vendre quelconque actif financier. C'est juste une émission à titre informatif et éducatif, pardon. Donc, ça ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de votre vidéo ou m'envoyer des messages en inbox. Ça me fait un réel plaisir de répondre à ces messages-là. Donc, on va commencer, bien sûr, après avoir pris connaissance de l'avertissement sur le lié au risque. Euh, Troisième émission de Weekly Market Analysis, donc ça fait déjà trois émissions. Au sommaire, nous allons voir bien sûr les actifs majeurs qu'on a l'habitude de regarder, c'est-à-dire au niveau du Forex, nous allons voir, attendez, je vais juste déplacer mon écran pour qu'on puisse voir correctement, voilà. Donc, nous allons voir le Forex au niveau du Forex, le GBP USD, l'USD4, l'euro dollar, ce sont les principaux actifs du Forex que je surveille le plus souvent. Les indices américains que je travaille aussi couramment, qui sont les plus populaires d'ailleurs, le Dow Jones et le Nasdaq. Le S&P, je l'utilise en tant qu'un indicateur un baromètre du marché, donc je ne traite pas le S&P, seulement en futur, je l'ai fait dans le passé. Les matières premières, donc, tous sont les mêmes habituellement, donc les catalyseurs, c'est-à-dire l'or, le cuivre, le pétrole et le gaz naturel. Et puis, on finit avec l'eurobond, et le T-Note concernant le marché obligataire. Voilà. Alors, pour cette émission, aujourd'hui, nous allons d'ailleurs commencer par le calendrier de marché, voilà, le calendrier de CMC Market pour voir un peu l'actualité fondamentale. Mais d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 4 points. Il y a 4 points à retenir aujourd'hui sur ces marchés. D'ailleurs, de façon globale,
au niveau de l'actualité fondamentale, il y a je peux dire, deux points économiques et deux points politiques. Au niveau des points politiques, nous avons bien sûr le shutdown. Donc, le shutdown, c'est donc cette phase, ce que je peux dire, c'est un moratoire dont l'administration américaine se décide si elle doit financer les activités gouvernementales au niveau du fédéral. Et ce shutdown a eu lieu parce qu'il n'y a pas eu d'accord qui a été trouvé, puisque au départ, la Chambre des représentants avait proposé qu'on vote cet accord-là et prolonger justement ce financement des administrations fédérales pour le 16 février, jusqu'au 16 février. Ça n'a pas eu lieu. Donc, une partie au niveau du Sénat, c'est-à-dire une partie au niveau je peux dire des démocrates, ont voté contre cette loi et ça a amené donc à cette fermeture des activités du financement des activités des administrations fédérales, hein, au niveau des États-Unis. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le shutdown n'est pas un élément anodin. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je crois que c'est la 18e fois. On avait eu déjà un shutdown qui avait duré, je pense même presque un mois et demi en 2013, donc sous Obama. On a eu deux fois un shutdown sur le gouvernement de Clinton. Donc, ce n'est pas un élément anodin et ce n'est pas ça qui va faire baisser les marchés américains, hein, parce que, comme vous le savez, le dollar est fragilisé, le dollar est un peu en difficulté, mais ce n'est pas le shutdown qui va précipiter sa chute, parce que je vois souvent sur les réseaux sociaux certaines personnes qui disent ouais, le dollar va s'effondrer et tout ça. Non, le dollar ne peut pas s'effondrer. Le dollar en lui-même, il peut jouer le rôle à la fois d'actif risqué et d'actifs de valeur refuge. On a déjà vu. Le dollar a déjà joué un rôle d'actif de valeur refuge en 2002, quand on a eu les attentats. Le cours du dollar avait fortement, le cours de l'indice du dollar index avait fortement progressé. Voilà. Parce que c'était recherché par le marché. Parce que le dollar peut être considéré comme un facteur de catalyseur économique et stable. Vous savez que les États-Unis, c'est la première puissance économique mondiale, certes très endettée, elle a beaucoup de difficultés pour ses activités de financement gouvernemental, mais cela n'empêche pas que le dollar puisse se reprendre. D'ailleurs, n'oubliez pas aussi une chose, un détail, c'est qu'avant que le président Donald Trump arrive, pendant ses campagnes, il disait souvent qu'il veut rendre l'Amérique très compétitive parce qu'il estimait que c'est à cause du fait que le yuan est souvent déprécié et ils font ce qu'on appelle du dumping commercial, que la Chine réussit à exporter massivement et donc à faire beaucoup d'argent. Et que lui, sa politique, ce serait bien sûr de mettre le dollar, de faire en sorte que le dollar soit très bas, très compétitif pour pouvoir justement concurrencer la Chine au niveau des exportations. Ce qu'il a appelé Make Dollar Great Again. Voilà. Ou America First, donc au niveau du protectionnisme. Donc, le fait que le dollar soit faible arrange de toute façon le gouvernement américain parce que c'était un de ses objectifs. Voilà pourquoi il a mis beaucoup aussi la pression dans le cadre de l'élection du nouveau du nouveau président de la Fed, voilà, qui a succédé à Janet Yellen, qui est Jerome Powell. Donc, tout ça pour dire que le dollar est très fort. La seule nouvelle cette semaine qui risque d'être, qui est très importante cette semaine, c'est bien sûr comment dirais-je, c'est bien sûr la croissance américaine, donc la croissance du trimestre 4, donc le fourth quarterly, donc la croissance américaine du quatrième trimestre sera très fort à suivre cette semaine parce que c'est ça qui va donner donc un élément d'impulsion au niveau de l'US dollar index, qui est donc actuellement, je peux dire, neutre. Nous n'allons pas le couvrir concernant cette émission, mais juste pour donner une idée à laquelle il faut s'attendre, c'est que si par exemple on arrive à avoir, disons, un accord ou bien une sorte de, comment je peux dire ça, un moratoire en quelque sorte sur le shutdown qui vient d'arriver, le dollar risque justement de s'apprécier. Okay. Et si on a par exemple également comment dire ça, un bon chiffre au niveau de la croissance économique,
Parce que faut pas oublier que la croissance économique aux États-Unis est attendue à 2,9. OK? Donc, si on a aux alentours de 2,7, 2,7, 2,9, même 2,7, ça reste toujours de même que c'est une bonne croissance, économique au niveau du quatrième trimestre, donc du dernier trimestre concernant 2017. Donc, ça veut dire que les États-Unis ont fini sur une bonne note. Mais si, par exemple, on est en deçà de ces chiffres, oui, là, ça pourrait vraiment impacter sérieusement le dollar. Mais ça ne va pas précipiter l'effondrement du dollar parce que je vous ai dit que le dollar reste une monnaie assez forte. D'accord? Elle joue le rôle également de valeur refuge et d'actifs pour l'appétit, pour le risque. D'accord? Donc, si on a aussi une croissance économique très forte, c'est-à-dire au niveau de 3,2, 3,3, ce qu'on a déjà vu à l'avant-dernier trimestre, cela va donner vraiment une impulsion sur l'US Dollar Index. C'est pour ça que je demande à tous ceux qui traitent les paires cotés en dollars, c'est-à-dire le dollar australien contre le dollar américain, ou bien l'euro-dollar, ou bien le l'USD CAD ou l'USD yen, de faire très attention, de ne pas commencer à établir des stratégies soit baissières sur l'USD yen et l'USD CAD, ou les stratégies haussières sur l'euro-dollar et également le dollar australien, parce que à tout moment, le dollar américain peut rebondir. Donc, il faudrait faire attention. Voilà. Donc, ça, c'était pour du côté des États-Unis. Au niveau de l'actualité politique en Europe, on a vu également que ce week-end, ce samedi, il y a eu une rencontre entre Angela Merkel donc Angela Merkel de la coalition CDU-CSU et Martin Schulz du SPD. Donc, ils ont trouvé un accord favorable et il y a, je crois, certaines garanties que le parti fédéral de Mme Merkel doit donner suite à certaines garanties proposées par le parti de Martin Schulz, leur leader, pardon, afin de trouver vraiment un bon, de bonne, un bon environnement de travail au niveau justement de cette coalition-là qui va travailler pour le gouvernement. Donc, si par exemple il y a des accords qui ont été trouvés, si les accords tiennent et ils sont garantis par des deux côtés, ça veut dire que l'Allemagne n'est plus en fait une incertitude politique au niveau de l'Europe. Et donc ça peut soutenir à long terme la monnaie européenne, même si je sais que ce lundi aujourd'hui, il y a une discussion de politique monétaire avec Mario Draghi au niveau de la zone européenne. Comme vous le savez, Mario Draghi, c'est un économiste. Ces réunions sont purement économiques, hein, il n'y a rien d'autre que ça. Il avait dit la dernière fois que les inquiétudes au niveau de l'inflation sont pas assez élevées parce que l'inflation, il considère que l'inflation est toujours plus faible, d'accord? L'inflation en la zone européenne est faible et que ce qui est plus important actuellement, c'est bien sûr l'espace économique, donc la croissance économique et durable. Donc, ça amène justement à soutenir cette thèse qui veut qu'on doit réduire le bilan de la dette européenne, notamment la fin du QE, et aussi de commencer à relever les taux du fait que l'Europe, la monnaie européenne, la monnaie unique, a eu un rythme de croissance assez accéléré. Donc, ça peut justifier donc la hausse des taux d'intérêt sur le long terme. Donc, ça, c'est en fait ce qui se passe au niveau de l'Europe. Pardon. Et ça met la pression aussi sur le yen. Parce que le yen, au niveau de la Banque du Japon, donc ça, c'est le quatrième point économique, le Japon n'est pas prêt à suivre le rythme global des banques centrales qui souhaitent augmenter les taux et poursuivre une politique monétaire, je dirais, restrictive et non pas accommodante. Donc, ça met la pression sur le Japon qui continue et qui persiste donc, dans cette politique monétaire de pouvoir continuer à faire ce qu'on appelait le QQE, donc le Quantitative and Qualitative Easing. Donc, c'est un quantitative easing bis qui soutient toujours leur économie parce que eux, ils ont bien sûr souffert beaucoup de la déflation. Donc, ils croient toujours à cette politique de rachat d'actifs et ils veulent en fait essayer de donner un élan plutôt positif sur le long terme de leur économie. Donc, ça vient contrebalancer l'Union européenne qui trouve que
si toutes les banques centrales avaient une politique commune au niveau de la hausse des taux d'intérêt, on peut en fait changer de cycle économique mondial et ça permettra de freiner la prochaine peut-être crise qui guette, bien sûr, qui est très imminente du côté des États-Unis. Voilà. Donc, c'est pour éviter en fait un effet de surchauffe. Même si on voit qu'actuellement, on a déjà des niveaux records et c'est pratiquement certain hein, sur 2 ans, ou 1 an ou 2 ans, il suffit d'un bon élément catalyseur déclencheur et on peut avoir donc une correction majeure sur tous les indices mondiaux. Voilà. Ça ne tient qu'à un fil. Donc, ça, c'était pour donc l'actualité politique et macroéconomique. Donc, au niveau du graphe, ou pas du graphe, mais du tableau du calendrier économique, comme vous le voyez à l'instant sur CMC Market, il n'y a pas vraiment de grandes nouvelles cette semaine, seulement la BCE aujourd'hui, au niveau des rencontres politiques monétaires. Nous avons aussi demain, voilà, demain, nous avons l'ALENA, en français, qui est le NAFTA. Voilà. Donc, ça, c'est donc l'accord entre l'accord de libre-échange entre nos pays nord-américains, notamment le Canada, les États-Unis et le Mexique. Ils auront une rencontre mardi à Montréal. Et au niveau de cette rencontre, c'est bien sûr pour discuter également au niveau des garanties qu'il y a au niveau de cet accord. En fait, il y a quelqu'un qui m'avait demandé quel est en fait l'impact du NAFTA sur le Canada et également le Mexique. En fait, l'impact, c'est seulement au niveau de l'industrie, je peux dire, automobile. Parce que vous savez que le Canada et le Mexique ne fabriquent pas de voitures. Hein. Ce sont les États-Unis qui fabriquent des voitures. Donc, l'accord en question risque, donc ce qu'on appelle la clause de non-divulgation, ça risque justement de fragiliser cet accord qu'il y a entre les États-Unis et non, pardon, le Canada et le Mexique. Parce que le Mexique et le Canada sont des importateurs de l'industrie automobile américaine. Tandis que les États-Unis, eux, ils sont importateurs du lait et donc des produits laitiers et agricoles. Et ils sont importateurs également du bois envers le Canada. Donc, ce sont des partenaires commerciaux de longue date. Donc, le NAFTA, s'il y a quelque chose, il y a des clauses dedans qui ne sont pas claires, qui ne semblent pas être bien vues du côté du gouvernement de Donald Trump, du président Donald Trump, il risque d'avoir bien sûr un impact sur la monnaie, le pesos, la monnaie américaine, et la monnaie pardon, mexicaine, le pesos, et également sur le dollar canadien. Voilà. Donc, c'est ça les impacts directs qu'ils vont avoir sur donc le NAFTA, sur le cadre et sur l'industrie, le commerce, le commerce, le commerce, comment je peux dire ça? Le commerce intérieur au niveau du Canada et du Mexique. Voilà. Donc, ça, c'était pour cette information donc, au niveau de l'année là. Donc, a priori, cette semaine, c'est vraiment des facteurs politiques, facteurs économiques, rien vraiment de particulier, en quelque sorte. Seulement, si on regarde rapidement sur le calendrier des marchés, on voit ici que on a la balance commerciale au niveau du yen. Donc, ça, c'est le mardi, je crois. Ouais, mardi. Donc, balance commerciale au niveau du Japon. Donc, à surveiller. Le PMI également au niveau du Japon, donc pour ceux qui tradent, les traders donc de yens, c'est très important pour le forex. Euh, on a également, j'ai dit, le PIB au niveau des États-Unis. On a aussi le taux de chômage qui sera publié au niveau de l'Angleterre, donc la Grande-Bretagne. Ça, c'est pour le mercredi. Ensuite, au niveau du jeudi, voilà, au niveau du jeudi, on a les ventes au détail. Donc ça, c'est très important pour le Canada. Il est annoncé en recul. Donc ça, vous voyez, ça, c'est pas très bien, puisque en général, les ventes au détail, c'est un actif, c'est un indicateur économique de précurseur. Donc ça annonce justement le trimestre, l'état de l'économie du trimestre en question. Donc s'il est annoncé en recul, ça veut dire que il peut y avoir des secousses également sur le cadre. Donc le cadre de cette temps-ci est un peu fragilisé par ces données économiques. Mais donc ça, c'est assez à suivre.
On a également les demandes d'allocation de chômage aux États-Unis. On a aussi l'indice des prix à la consommation globale de Tokyo au niveau du Japon. Donc le Japon, cette semaine sera très, très surveillé. Il y aura la politique monétaire, il y aura l'inflation, il y aura aussi la balance commerciale comme on a vu. Donc ce sont des indicateurs qui sont à suivre, bien sûr, pour ceux qui traitent le Forex. Au niveau du jeudi également, on a l'annonce des taux d'intérêt. Voilà, les taux d'intérêt par point de base sur la zone européenne, qui est attendue également en recul, hein, qui est ici, à 0%. Donc 0% de taux de financement, c'est nul, donc il n'y a pas de variation. Et au niveau du vendredi, on a bien sûr l'IPC au niveau du Canada. Donc cette semaine, ce sont les grosses nouvelles qui peuvent influer donc sur les différents actifs que sont les différents actifs majeurs donc au niveau du Forex et au niveau également des indices. Si on va maintenant au niveau du calendrier économique du délai fixe, voilà, parce que des fois, il y a certaines annonces qui ne se retrouvent pas aux deux calendriers. Donc, je regarde toujours les deux calendriers juste pour avoir vraiment une vue globale des marchés. Donc, on voit que voilà la décision de la BOJ donc, aujourd'hui, pardon, demain, le mardi, qui est attendue avec aucune variation. Donc, ils sont encore, donc, le Japon est encore dans cette logique de ce qu'on appelle les NERP, donc les Negative Interest Rate Policy. Donc, ça, c'est la politique monétaire à taux négatif, d'accord? Ensuite, on a également l'indice de sentiment, le ZU, l'indice de sentiment allemand, sentiment économique, donc qui est également le mardi, qui est un indicateur assez important pour le DAX et également pour l'euro. Mais du fait qu'on a bien sûr un climat d'apaisement au niveau politique, ça peut soutenir justement l'Allemagne au niveau de son sentiment économique pour favoriser la croissance, toujours la croissance industrielle et la croissance économique de façon générale. Comme vous le voyez ici, c'est attendu à 17,4, mais l'estimation, le précédent était à 17,4 et ce qui est attendu est à 17,9. Donc, une légère augmentation, mais c'est de bon augure, d'accord? Et au niveau du mercredi, on a déjà vu la balance commerciale. On a également, pardonnez-moi, donc je vais enlever ça. Voilà. Donc au niveau de la Chine, nous avons bien sûr une réunion à Davos qui peut impacter donc l'économie, les décisions qui vont être prises. Ça, c'est dans un contexte politique. Et après ça, on a bien sûr les stocks de pétrole, les stocks de pétrole de façon générale, la publication de stocks qui est donc le mercredi. Donc, de façon globale, on n'a pas vraiment des grandes nouvelles, à part bien sûr la BCE dont j'en ai parlé au départ. Et puis également la réunion de Mario Draghi à Francfort, qui est ici, comme on le voit, le jeudi. Et vendredi, on a bien sûr la consommation des ménages, ça c'est très important au niveau des États-Unis. Comme vous le voyez, consommation de ménages concernant le PIB. Donc c'est attendu, le score passé était de 2,2% et le score actuellement qui est attendu est à 3,7%. Donc c'est pour ça que je vous dis, les Américains sont loin de s'effondrer. Ils ont une économie assez solide et c'est très important de faire attention au niveau de la paire du dollar américain, donc l'US dollar index. Donc ça, c'était pour l'actualité globale, l'actualité politique qui nous intéresse concernant notre activité de trading. Maintenant, on va passer bien sûr au graphe. Voilà. Donc, je vais bien sûr réduire mon écran pour vous laisser un champ de vision assez large. Attendez, que je trouve ça. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est au niveau du GBP USD. Voilà. GBP USD. Je vais mettre mon écran ici. Pardonnez-moi. Voilà. Alors, au niveau du GBP USD, comme vous le voyez, nous sommes en weekly ici. Donc, weekly, donc en hebdomadaire. On voit ici que on a cassé quand même une résistance assez historique, hein. La résistance je crois, 1994, 95, 97. Là, cette ligne rouge ici
a été franchie. Donc, cette ligne rouge ici, c'était la ligne des 1,37 500 qui a été brisée. Et donc, techniquement, on voit que le GBP-USD est très haussier. OK? Il est très haussier. On voit que on est en train de valider cette figure-là qu'on appelle le triangle ascendant. Donc, ce triangle ascendant avec un support oblique ascendant avec une résistance horizontale. Ça a été franchi. On vient également de passer la barre des 1,38 980 qui est symbolisée par la ligne grise qui est ici. Donc, on voit que vraiment, si j'enlève, je vais déplacer ma caméra pour que vous puissiez bien voir. On voit ici qu'on on a vraiment dépassé cette ligne grise ici, ces deux lignes grises là. Et on est en train justement de valider cette puissance haussière qui est basée sur le GBP USD. OK? Donc, ça veut dire que techniquement, à long terme, OK, si je déplace le graphe, techniquement, à long terme, sur le GBP USD, on va avoir bien sûr un mouvement haussier jusqu'au 1,45, la zone des 1,45, c'est-à-dire la zone comment dire ça, la zone qui a été travaillée à maintes reprises, qui est une zone un peu d'incertitude, où là, on ne doit pas se positionner, mais on peut prendre ce mouvement de 1,38, 980, 1,39 jusqu'à 1,45. Il y a quand même 600 pips à aller chercher. Ce 600 pips sera favorisé, bien sûr, par les données au niveau économique du côté de la Grande-Bretagne et les données économiques du côté des États-Unis. Voilà, des États-Unis. Alors, si par exemple, les Américains trouvent un accord au niveau de leur shutdown, s'ils trouvent également un accord au niveau de leur shutdown et si également la croissance, le chiffre de la croissance américaine sort de façon spectaculaire, on risque d'invalider ce scénario. Voilà pourquoi j'étais assez un peu pensif là-dessus parce que actuellement, il ne faut pas commencer à acheter toutes les paires qui sont cotées en dollars, c'est-à-dire GBP USD, AUD USD, Eurodollar. C'est vrai, on a des catalyseurs, on a comment on peut dire ça, des soubresauts haussiers hein, sur ces paires-là. Et on a aussi du fait, on observe du fait que le dollar est un peu en difficulté, c'est vrai. Mais il ne faut pas se mettre à développer des stratégies haussières déjà. Il faut attendre, bien sûr, après, moi je peux dire après cette semaine, pour voir vraiment quelle sera la direction de ces paires-là, c'est-à-dire USD CAD, GBP USD et Eurodollar, pour pouvoir prendre des positions. C'est vrai que techniquement, on est puissamment haussier sur le GBP USD. On a franchi des résistances historiques. Donc, le mouvement est bien parti pour aller chercher la zone de 1,45 sur le GBP USD. Cependant, étant donné que le dollar américain, le dollar DEX, est très comment on dit, corrélé à sa situation politique et également à ses chiffres macroéconomiques, il serait prudent d'attendre, bien sûr, d'avoir une confirmation claire, une ligne directrice claire pour pouvoir prendre des positions et commencer justement à transiger dans le sens de ce qu'on voit. Parce qu'à long terme, là ici, on voit qu'on a une tendance haussière, mais le biais de ces actifs-là, à cause donc de la politique monétaire, à cause de la politique économique au niveau et de la politique de façon générale au niveau des États-Unis, c'est un biais qui est dans l'incertitude. D'accord? Donc, mieux vaut ne pas prendre des positions comme ça pour commencer en fait à acheter tout ce qui est coté en dollars. C'est vrai que aussi, si on a de forts chiffres au niveau de la Grande-Bretagne, si on a des chiffres majeurs, on peut avoir bien sûr une croissance du GBP. Donc, si les chiffres les chiffres économiques au niveau du GBP sont plus imposants que ceux en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, on peut avoir bien sûr un élan dans cette poursuite à la hausse du GBP USD. Donc ça, c'est à suivre. Mais techniquement, on voit qu'on est en train de valider cette figure-là de triangle ascendant qui s'est dessiné en unité hebdomadaire sur
le GBP-USD. Donc ça, c'est des figures assez puissantes et il faudrait en profiter si vous tradez, bien sûr, cette paire du Forex. Donc, si on regarde rapidement en 1 heure ce que ça donne. Donc, en 1 heure, vous voyez ici, on est toujours, on fait en fait une sorte de marché fractal. Donc, on est toujours en on voit toujours qu'on est, on est dans cette validation de figure de triangle ascendant, même si en intraday, à court terme, on est quand même en range, hein, on est dans l'incertitude, mais cela, justement, montre à quel point que il y a il y a un fond haussier, comme on le voit ici avec la moyenne mobile qui est orientée vraiment vers la hausse. Voilà. On peut même aussi déplacer cette droite de tendance ici pour la mettre là. Donc, si je la mets ici, voilà, ça valide ce que je suis en train de dire. Donc, on a un triangle ascendant ici. Donc, la sortie est généralement haussière, mais il faudra attendre parce qu'on est dans une phase de compression. Hein, donc, la phase d'incertitude dont je parlais. Techniquement, ça se voit en intraday, mais il faudrait attendre justement l'élément déclencheur au niveau du fondamental. C'est très important que vous faites attention au niveau fondamental parce que c'est ça qui, en fait, qui donne les mouvements sur le Forex. Voilà. Donc, c'est pareil en 5 minutes. Voilà, 5 minutes, c'est propre. On voit que on est dans une phase de compression, triangle ascendant, sortie généralement haussière, mais actuellement, on est bien sûr dans une phase voilà, de neutralité. Voilà, même si le fond est haussier. Alors, au niveau de l'USD4, donc USD4, je vais donc déplacer encore ma caméra, excusez-moi. Ça fait un peu un petit jeu au niveau de l'image, mais c'est pour que vous puissiez bien visualiser donc ce que je veux vous transmettre. Voilà. Donc, USD4, on voit ici en données hebdomadaires qu'on est dans un, comme on le voit ici, on est dans une phase d'incertitude. Techniquement, on est haussier sur l'USD4, voilà, on est haussier. Tous les bas ont été toujours payés. Donc ici, ça a été payé, là, ça a été payé. Ici également, ça a été payé, mais légèrement en intraday. Mais actuellement, on est en phase d'incertitude. Comme vous le voyez, il ne fait pas de mèche vraiment pour montrer, il montre pas grand-chose en fait au niveau des clôtures. On voit qu'il y a pratiquement rien à faire au niveau de USD4. On fait des hauts et des bas violent, pardon. Et cette zone-là qui est assurée en orange, c'est une zone d'incertitude qui a été travaillée plusieurs fois. C'est pour ça que je l'ai mis. Donc ici, a priori, il ne faut rien faire. Il ne faut rien faire. Il ne faut pas trader justement l'USD4. Il faut rester en dehors parce qu'on a le NAFTA, les discussions du NAFTA ce mardi. Au niveau des États-Unis, c'est l'incertitude totale au niveau de leur situation des activités gouvernementales. Donc, l'USD4, a priori, il n'y a rien à faire. Comme vous le voyez sur les chandeliers, il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de tendance claire. Si on fait, même, on peut dessiner ici même un carré. Vous voyez ici qu'on a une bougie ici, on est en données hebdomadaires. Donc, depuis un mois, on fait du surplace, puisqu'on a une bougie ici, on a une bougie ici qui a fait une longue mèche ici, qu'on appelle souvent des libellules en matière de figure technique. On a également une bougie ici qui a fait une toupie. Donc, on est vraiment dans l'incertitude. Il n'y a rien à faire techniquement sur l'USD4. On peut même le voir au niveau en 1 heure, si vous voyez en intraday. Vous voyez, en intraday, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose à faire. On est dans un range, on fait des mouvements erratiques à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse. Regardez un tel marché, on ne peut pas travailler dans un tel marché. Donc, la seule chose à faire, c'est d'attendre patiemment qu'on brise justement cette ligne grise qui est là. On peut peut-être initier un short, le renforcer ici à la cassure des 1,2440, voilà, pour aller chercher le rectangle vert ici. Et là, les traders qui sont à l'achat vont certainement payer l'actif pour aller revisiter ces sommets-là et voire même aller ici. Et tant qu'on arrive à 1,25 830 et qu'il n'y a pas de catalyseur, il faut faire une vente. Il faut initier une vente parce que vous voyez qu'ici que le mouvement est baissier. À moins qu'on casse cette zone qui est en rouge ici, qui symbolise en fait les plus hauts. Mais il y a une ligne bleue, celle qui est là que j'ai tracée, donc là, le 1,25 830, ça c'est la clôture mensuelle du mois passé, donc de décembre passé. Donc ça veut dire que pour être à la hausse vraiment définitivement sur l'USD4, on doit briser ce niveau-là. Si on ne le fait pas, cela veut dire que le USD4 va faire juste des up and down avec dans cette zone-là, qui est ici en vert,
et ici en rouge. Donc, c'est un vaste champ de range ici entre 1,25, 830 et bien sûr, on va dire 1,24. Voilà, 1,25, 830, 1,24. Il n'y a pratiquement rien à faire ici sur l'USD4. Alors, si on passe bien sûr à l'euro-dollar, l'euro-dollar, bien sûr, est soutenu par la politique macroéconomique au niveau de l'Europe, la politique macroéconomique, la politique économique également à l'intérieur de l'Allemagne, au niveau également de l'espace économique de la zone européenne aussi. C'est en bonne voie avec les, comment on peut dire ça, les accords politiques qui se font avec la coalition de Madame Merkel et également du président du leader Martin Schulz du SPD. Donc, politiquement, l'Allemagne est stable et économiquement également. Elle maintient toujours son rôle de poumon économique dans la zone européenne. Donc, ça c'est en fait en vue de soutenir à long terme la monnaie unique qui est l'euro. Et on le voit ici qu'il a réalisé des hauts de plus en plus hauts depuis, je vais juste déplacer mon écran pour que vous ayez une bonne vision. Vous voyez, donc depuis 2008, on a bien sûr cette consolidation latérale. On a cassé sa clôture mensuelle du mois de l'année passée, donc de décembre 2017, à 1,20 250. Et on est en train justement d'essayer de sortir, donc de valider cette progression pour pouvoir aller chercher les 1,25. Mais a priori, c'est sûr qu'on est haussier sur l'euro-dollar. On est haussier sur l'euro-dollar. Tant qu'on se maintient au-dessus des 1,22, on est haussier. Il peut consolider ici. Ce carré que j'ai dessiné ici, c'est en fait pour symboliser justement cette indécision qui est provoquée bien sûr au niveau de la politique. Mais quand vous voyez des mèches comme ça en clôture, faites attention. On appelle ça des libellules. Donc ça, c'est des figures en général qui sont des figures qui symbolisent en fait l'indécision. On peut les interpréter comme en fait des dojis. Et ces figures-là peuvent amener le marché à se retourner brusquement, comme aussi de poursuivre sa hausse. Je suis plus confiant à la hausse parce que, comme vous avez vu, on a une englobante, une avalante haussière ici de la clôture précédente, de la clôture hebdomadaire passée, puisqu'on a un weekly. Donc, ça, c'est en vue pour permettre à ce que le flux haussier puisse continuer. Mais toujours est-il que seul le fondamental pourra donner, donc le fondamental qui est un catalyseur, et le technique sera en fait un élément pour optimiser son point d'entrée. Donc, si on va bien sûr en 1 heure, vous voyez ici qu'en 1 heure, on est dans un range. C'est pour ça que j'ai mis le carré orange ici. Donc ça comme je dis, ça symbolise l'indécision, l'incertitude. Donc il faut que soit on casse le carré ici vers le bas pour aller pour shorter jusqu'à 1,20 ou 1,2050 ou 1,21. Donc aller chercher tout cet espace ici. Ou alors, on va directement franchir la zone on réalise un plus haut à 1,23. Et là, en général, on peut être tenté d'acheter donc l'euro-dollar jusqu'à 1,25. C'est-à-dire de 1,23 jusqu'à 1,25. C'est quand même 200 pips à aller chercher. Donc, pour le moment, on va faire des va-et-vient, des va-et-vient, des va-et-vient. Il peut venir chaque fois heurter la ligne grise qui est un niveau hebdomadaire pour repartir, pour rebaisser. Mais s'il casse ce niveau hebdomadaire, on peut aller viser le bas de ce range-là. Voilà. Donc ça c'est ma vision au niveau de l'euro-dollar. Donc pour le moment, je reste en dehors de l'euro-dollar puisqu'il n'y a rien à faire, comme vous le voyez à l'écran ici. Voilà. Donc au niveau de l'or, au niveau des matières premières, donc l'or. Donc comme vous le voyez, l'or ici, son graphe historique, il était croissant depuis les années, depuis 2004, depuis 2004-2003. L'or n'a fait que progresser. On a une phase d'incertitude et de consolidation au niveau de 2001, 2013 et 2017, mais on voit que depuis 2012, l'or est baissier. Voilà. Donc, jusqu'à aujourd'hui, comme on le voit sur l'écran, je vais juste voilà, approcher. Vous voyez que ici, on avait un mouvement d'impulsion ici et on n'a pas validé cette cassure-là. On a juste clôturé là. On est monté juste pour aller chercher un peu un 300 vers un 1350 et puis on est revenu. Donc là, les deux lignes que j'ai tracées ici, comme vous le voyez à l'écran, ces deux lignes ici,
tant qu'on sera dans ces deux lignes-là, techniquement, il n'y a rien à faire sur l'or. Il n'y a rien à faire sur l'or. Il n'y a pas d'éléments catalyseurs. Vous savez que l'or est très influencé par la géopolitique, notamment avec les histoires de Chine, pardon, de Corée du Nord. Donc, aussi au niveau de la Chine, aussi au niveau de la croissance, la production industrielle, l'or est un élément assez important pour la Chine et également pour l'Australie. Donc, a priori, on est porté à soutenir que tant que la production industrielle au niveau de la Chine est toujours imposante, on a tendance à croire que l'or est haussier, ce qui n'est pas faux. Mais ces derniers temps, l'or est plus supporté par des faits, est plus catalysé par des faits plutôt géopolitiques que plutôt d'ordre macroéconomique. C'est pour ça que je dis qu'ici, il n'y a pratiquement rien à faire. Pour avoir en fait une impulsion vraiment sur l'or, ce serait qu'on brise donc ce niveau-là pour aller chercher donc la zone de 1370, 1360, ou alors qu'on invalide donc ce petit canal ici, ce petit range, pour casser en fait vers le bas pour aller chercher les 1300, 1290. Donc ici, il n'y a rien à faire sur l'or. On peut le voir en intraday. En intraday à court terme, si je mets ici, voilà. Donc vous voyez, on est dans un triangle symétrique, triangle de convergence symétrique, indécision. On peut être porté à dire qu'il y a plus de chances qu'on sorte par le haut que par le bas, parce qu'on est dans une tendance de fond haussière, comme vous le voyez à l'écran, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire sur l'or. Vous pouvez donc, si vous êtes en intraday, attendre que le cours vienne taper cette borne, ce support oblique ici au niveau des 1300 pour le repayer, pour aller chercher les 1340. Donc, c'est tout ce qu'il y a à faire en fait. C'est-à-dire que pour un scalper, peut-être qu'il va voilà, essayer de chercher les deux bornes qui sont à 1340, 1330 pour être dans cet espace, mais pour un trader intraday, il n'y a vraiment rien à faire au niveau de l'or. Il faut attendre seulement qu'on valide la sortie de la cassure de 1330 pour shorter certainement l'or et avoir un catalyseur du niveau de la géopolitique. Mais sinon, au niveau du trading intraday, il n'y a rien à faire sur l'or. Voilà. En tout cas, moi, je considère qu'il n'y a rien à faire. Donc ça, c'est, si on peut voir ici en intraday, comme vous le voyez, voilà, il n'y a pas vraiment de direction claire. Même si on a tendance à être porté que le mouvement de fond est haussier, oui. On peut systématiquement rentrer à l'achat sur les zones que j'ai tracées ici, oui. Mais il n'y a pas de nouvelles qui peuvent donner en fait un sentiment de confiance pour pouvoir rentrer à l'achat ou à la vente. Voilà. Au niveau du Brent, du pétrole, du UK Oil. Donc, comme vous le voyez ici, depuis 2014, on avait une violente baisse donc, du pétrole. On a eu un pullback sur la zone des 67 090, 68, non, 67 dollars, j'ai dit 68 000, excusez-moi. 67 dollars et 68 dollars. Donc, on a eu un pullback là-dessus et on a eu une correction. Ensuite, le marché est revenu retester le niveau des 30 dollars le baril. Donc, on était vraiment au plus bas ici, à 29-30 dollars le baril. Après, on a eu une série d'enchaînements à la hausse. Et là, on vient de recasser non seulement la clôture historique du mois passé, donc la clôture de décembre 2017, qui est en bleu ciel, mais on vient aussi de casser et de valider cette figure qui a été formée entre les 69 dollars le baril et également ce support-là oblique, hein, ce support oblique qui symbolise la tendance de fond sur le pétrole, le Brent. Donc, on a rompu cette ligne-là. Donc, ça, c'est un triangle ascendant qui est en train d'être validé. Cependant, il faudrait faire attention parce que techniquement, c'est vrai qu'on est haussier parce qu'on est au-dessus de cette ligne rouge, mais on est en train de temporiser, faire certainement un pullback. D'après moi, un bon point d'entrée serait à 67,50. Donc ici, on pourrait payer donc le pétrole
en dépit donc de cette des nouvelles géopolitiques qui sont en faveur donc du pétrole, comme vous le savez. Donc, si on vient s'appuyer sur 67,50, certainement que je rentrerai à l'achat sur le pétrole pour aller viser les 70 dollars le baril, voire les 72 dollars le baril. Tant que, aussi longtemps que cette politique, ou bien je vais dire cette donnée macroéconomique ou ces données de la finance internationale sont d'actualité sur le pétrole, il en va de même que ça sera soutenu sur le long terme à la hausse. Voilà. Donc, ça, c'est mon point de vue sur le pétrole. Et j'attends simplement le pullback, bien sûr, de ce cours-là du Brent pour le payer à 67,50. Le point d'entrée, pour moi, majeur, ou le bon point d'entrée sera à 67,50. Ça vous permettra d'optimiser votre risque. Si vous, mettez, si vous payez là, à la ligne rouge, vous pouvez mettre votre stop ici au niveau de 65, 66 dollars le baril et puis de le laisser progresser donc jusqu'à dans la zone de 75 dollars le baril jusqu'à 80. Pourquoi pas? Tant aussi longtemps que les fondamentaux qui sont actuellement d'actualité sur le pétrole, on peut continuer à acheter le pétrole. Donc, vous le voyez également à long terme, ça traduit ce que j'ai dit. On voit bien un fulgurant mouvement à la hausse. On a une sorte de triangle de compression, triangle symétrique de compression. Mais si on sort par le haut, ça va valider ce qu'on appelle en anglais les pennants. Les pennants, ce sont les fanions. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Les fanions, donc ça, c'est des figures de continuation. Hein. Donc, si on le valide par le haut, on va avoir justement une poursuite du mouvement du pétrole jusqu'aux alentours des 72 dollars le baril, 70 dollars le baril. Donc, c'est pour ça que je suis fondamentalement et techniquement haussier sur le pétrole. Voilà. En tout cas, sur le long terme. Au niveau du cuivre, donc le cuivre, bien sûr, comme je dis, est bien. Le cuivre va avec les chiffres, en fait, au niveau de la Chine, les chiffres économiques. On a vu récemment que la production industrielle qui était attendue à 6% a été atteinte à 6,2, si je ne me trompe pas. Donc, production industrielle très bonne au niveau de la Chine. Au niveau également de la production, la croissance économique, c'était attendu à 6,8. On a fait 6,7. Donc, c'est pour vous dire que la Chine est est solide en ce moment au niveau économique. Et ses principales, comment je peux dire, ses principales matières premières qui catalysent son économie sont l'or et puis le cuivre. Donc, tant qu'il y aura de bons chiffres économiques au niveau de la Chine, les matières premières comme l'or et surtout le cuivre tendront à être haussières, d'accord? Même si techniquement on le voit à l'écran, on a on va dire des consolidations, des temporisations aussi au niveau du cuivre, mais c'est seulement pour avoir une bonne dynamique au niveau de sa tendance. Le meilleur point d'entrée au niveau du cuivre, ce serait d'attendre de payer donc ici aux alentours des 3 et 10, 3 et 15, donc ici. Donc si le mouvement, ce mouvement à la baisse se poursuit jusqu'à venir taper cette ligne, ce serait ici un bon point d'entrée pour le payer. Mais dans cette zone, de façon générale, c'est une zone de compression. Il n'y a rien à faire. Le marché va juste faire comme ça. Il y aura juste de la volatilité. Mais à long terme, c'est bien, ce serait bien de payer à long terme le cuivre. Mais en intraday, il n'y a pratiquement rien à faire sur le cuivre. Comme vous le savez, le cuivre se transige très difficilement en CFD. C'est plutôt en marché futur. Donc, ceux qui vont voir cette vidéo, si vous travaillez en marché futur, vous pouvez travailler en intraday sur le cuivre avec avec un biais baissier. Mais si vous travaillez les CFD en termes d'investissement long terme, ce serait bien vraiment de chercher à payer la barre des 3 et 10, 3 et 15. Ce serait un excellent point d'entrée pour prendre justement pour valider justement cette, euh, euh, cette poursuite haussière sur le cuivre. Mais actuellement, on est en dessous de la clôture mensuelle, la clôture de 2017, de décembre 2017, c'est-à-dire la clôture de 3,30. Donc, tant qu'on est en dessous de 3,30, on a un biais baissier, même si la tendance de fond est haussière. On peut le voir ici au niveau en 1 heure. Voilà, je le mets là. En 1 heure, vous voyez ici, on est dans un biseau
dans un biseau descendant. C'est vrai que la sortie se fait généralement à la hausse, mais actuellement, il n'y a rien à faire. Vous voyez que la moyenne mobile a commencé à changer elle est en train de se stabiliser pour replonger. Donc, on est en train de changer de cycle. Donc, actuellement, ici, le seul dynamisme, le seul catalyseur pour rentrer à la hausse, ce serait d'attendre pour payer la zone en vert ici, qui est le plus bas, et puis de laisser courir cette position jusqu'à aller chercher la zone des 3,30, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. C'est ce que je vois donc sur le cuivre. Donc, on peut aussi être porté à dire que on peut avoir un genre à long terme, un genre de validation de drapeau, parce qu'on a une hausse ici, une puissante hausse, voilà, une consolidation latérale, et puis après une validation ici pour aller chercher des plus hauts. Donc, ça aussi, c'est un scénario qui est plausible. Voilà. Au niveau du nat gaz, donc du gaz naturel, si je répare en une semaine. Donc, comme vous le voyez ici au gaz naturel, on a eu une grosse bougie bleu ou vert, donc une bougie d'impulsion, ce qu'on appelle souvent ça ressemble un peu à un arami aussi, ou une avalanche, peu importe. Mais on a brisé donc ce triangle symétrique. Comme je vous avais dit dans les vidéos précédentes, étant donné que le fondamental sur le gaz naturel actuellement en hiver est haussier à cause du climat et aussi du fait que on a eu une puissance, hein, une puissante hausse en arrière, donc la tendance de fond est haussière. Il y avait de fortes chances qu'on valide justement ce triangle symétrique à la hausse. Ce qui s'est passé, on a cassé donc ce triangle symétrique à la hausse. Cependant, il est dans une phase de consolidation. Il est en train de consolider, certainement faire un pullback. Ici, on a déjà eu un premier pullback ici. Vous le voyez ici sur sur l'oblique ici en rouge. Donc, on peut refaire encore un autre pullback ici pour venir retester. Ce serait un bon moyen de le payer parce que cette bougie-là en weekly est très imposante. Quand vous avez des clôtures comme ça en weekly, ne cherchez pas à vendre un tel marché. On a vraiment une présence acheteuse. D'autant plus que on a des fondamentaux qui sont aussi haussiers, donc qui vont en faveur de ce qu'on voit graphiquement. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est d'attendre qu'on vienne soit ici faire un pullback pour payer, pour toucher ici entre le cluster entre cette oblique, brune que j'ai dessinée également et puis l'oblique en rouge pour payer ici au niveau du pullback. Donc, ça serait aux environs soit la zone des 3,10, 3 dollars, OK, pour aller chercher les plus hauts. Et on va le voir tout à l'heure en horizon de temps en 1 heure ou bien en 5 minutes qu'on est dans une phase, dans un canal aussi, dans une phase de latéralisation. Et vous savez, vous connaissez les canaux. Tant qu'on est dans un canal haussier, tant qu'on ne sort pas du canal, on est haussier. D'accord? C'est quand lorsqu'on on va rompre ce canal qu'on pourrait donc changer justement de cycle et commencer maintenant à adopter des stratégies baissières. Mais ici, vous le voyez ici à l'écran, si je vais le mettre en 1 heure. Vous le voyez ici en 1 heure que quand on est sorti du canal du triangle symétrique, on est en train de faire des va-et-vient au niveau on est en train de latéraliser de façon diagonale. Donc, si vous voulez payer justement le gaz naturel, ça serait ici, aux alentours de 3,10. Voilà, vous le payez là pour qu'il puisse continuer dans le sens du canal. Ou bien de ne rien faire, d'attendre simplement qu'on valide la cassure de la zone des 3,25, 3,27 pour aller vraiment chercher les plus hauts, les sommets. Donc, tant qu'on est dans ce canal de latéralisation, le mouvement continue d'être toujours à la hausse. Voilà. Et c'est soutenu par sa moyenne mobile ici et également par son flux haussier de long terme qui est là. Voilà. On voit qu'on est vraiment haussier. Donc, ça ne sert pas à chercher des stratégies baissières pour pouvoir vendre le gaz naturel. Vous savez qu'il y a des fondamentaux, il y a des faits géopolitiques concernant les crises entre l'Iran et puis l'Arabie Saoudite, avec les plateformes pétrolières ou des gazoducs au niveau des rebelles kurdistes. Donc ces facteurs-là, justement, sont là pour influer sur le cours du gaz naturel. Donc, d'après moi, si je dois, par exemple, chercher à payer le gaz naturel, c'est soit aux alentours techniquement, aux alentours des 3,10 ou bien au-dessus de 3,25, 3,30. Voilà, tout simplement.
On va aller voir maintenant du côté des indices et des bons obligataires pour finir, avant de finir cette émission. Donc, si je vais ici, voilà. Attendez, hein. Je vais juste régler mon écran, voilà. Donc, je vais déplacer mon écran. Voilà. Donc, au niveau des indices, donc comme vous le savez, c'est le T-Note, voilà, le T-Note à l'écran. Donc, au niveau du T-Note, je vais juste ajuster mon écran. Donc, au niveau du T-Note, vous le voyez ici. La fois passée, quand j'avais parlé, j'avais dit que le T-Note était dans une configuration baissière, d'accord? Et que actuellement, avec l'actualité globale des banques centrales qui sont dans une logique de rétrécissement de leur bilan et d'augmentation des taux d'intérêt, c'est en fait, c'est fait pour impacter les bons du trésor. Donc le T-Note qui est en fait l'actif obligataire le plus liquide, en tout cas sur les marchés futurs, et aussi le T-Bond. Donc le T-Note était en fait dans une dynamique baissière, ok? Une dynamique baissière. C'est ce qui s'est passé. Je vous avais dit, on a rompu cette zone en bleu ici. Vous avez vu, on a bien cassé. Je vais agrandir l'écran, voilà. On a bien cassé cette zone. La ligne, c'était une ligne hebdomadaire. Cette ligne ici, c'était une ligne hebdomadaire qui a été rompue. On a cassé la zone bleue. Donc, a priori, on semble se diriger vers la zone où je cherche à payer, qui est le 1,21. Voilà, 1,21, 1,20. Ce serait la zone pour payer justement le T-Note, pour aller dans le sens de ce biseau-là, de ce biseau descendant dont la sortie est généralement haussière. Et également, ça vient également corroborer ce que je dis, parce qu'on est dans un grand canal ascendant, et tant qu'on n'a pas cassé, tant qu'on ne casse pas les 1,20, c'est-à-dire que tant qu'on ne rompt pas ce canal, comme je viens tout à l'heure de le mentionner sur également le gaz naturel, quand on a un canal, tant qu'on ne le rompt pas, on est haussier. Donc, si on ne vient pas briser les 1,20 ou les 120, le mouvement sur les T-notes sera toujours fondamentalement haussier. Okay? Maintenant, pour un trader intraday, ceux qui sont sur les marchés futurs, vous pouvez attendre justement un pullback au niveau de 1,23 ou bien 1,23 500, c'est-à-dire ici, un pullback ici, pour shorter les T-bonds jusqu'à 1,21 ou 1,20. Ça, c'est une bonne stratégie. Pour aller chercher au moins 200, 300 ticks ou 300 points. C'est faisable. Donc, a priori, on est vraiment dans un momentum baissier. Au niveau, donc, pour finir, donc, les obligataires au niveau de l'eurobond, c'est le même constat, sauf que ici, au niveau de l'eurobond, on est en train de se stabiliser, bien sûr, sur ces niveaux-là pour chercher une direction ou une impulsion concrète au niveau de T-bond. Mais on sait que fondamentalement, sur les bons du trésor, on est haussier, ok, en tout cas à moyen terme. Et à très court terme, on a une incertitude à cause, bien sûr, du shutdown et aussi de la politique des taux d'intérêt. Si on trouve un accord au niveau du shutdown, vous allez voir que le marché va rebondir ici pour aller chercher donc les plus hauts. Ok. Maintenant, si le shutdown perdure, qui prend 2 semaines, voire un mois, puisque si on n'a pas trouvé d'accord aujourd'hui, le shutdown risque d'être prolongé jusqu'à la fin du mois de janvier, on peut avoir des mouvements violents, erratiques sur l'eurobond pour venir casser justement cette zone ici pour aller chercher les plus bas. L'eurobond également est très corrélé avec la dette américaine. Et aussi, on va suivre également ce qui va se passer en Europe au niveau de la politique d'intérêt, la politique de banque centrale. Donc, il y a deux facteurs, deux catalyseurs qui vont amener l'eurobond à varier, c'est-à-dire à, à bouger en fait. Voilà. Mais sinon, les catalyseurs, au niveau technique, on est neutre, il n'y a rien à faire. Tant qu'on ne brise pas cette ligne ici, en bleu, on est neutre. Et tant qu'on n'a pas de nouvelles claires sur le shutdown et également sur la politique commune des banques centrales au niveau des politiques des taux d'intérêt, puisque les banques centrales sont dans une dynamique de rétrécissement de leur assiette quantité monétaire et de hausse de taux d'intérêt. Donc, c'est une politique hawkish de façon générale, mais la Banque du Japon ne soutient pas cette politique-là. Donc, il faudrait vraiment attendre ces catalyseurs-là pour pouvoir rentrer en position
si vous travaillez sur les marchés futurs en eurobond. Voilà. On va finir donc avec les indices. Les indices majeurs, les indices à majeur américain, il n'y a presque rien à dire. On est vraiment, c'est haussier jusqu'à nouvel ordre. Ça, c'est le Dow Jones. Si je bouge un peu l'écran ici, vous voyez, US 30. Donc, le Dow Jones, il est fondamentalement haussier. En intraday, on peut rechercher à le shorter parce qu'on a eu un gap ici à cause du shutdown. Et la ligne grise ici, c'est la ligne la ligne hebdomadaire, des plus hauts hebdomadaires. Donc, tant qu'on sera en dessous de cette ligne, bien sûr, on peut tendance à consolider jusqu'à 1,25 500, puisqu'on a actuellement, on est à 1,25, 1,26, pardon, on est à 1,26 10, 1,26 15. Donc, on peut aller chercher, mettons, 500 points de retracement. C'est possible, hein? Le dos est très volatile. Mais fondamentalement, techniquement, à court terme et à long terme, on est haussier sur le dos et également sur le Nasdaq. On peut aller voir même en 1 heure, si vous voulez. En intraday, vous voyez, on consolide, on se cherche une direction. Mais si vous voyez que à partir de la clôture ou bien du plus bas, à partir de la clôture et du plus bas ici, donc je vais enlever mon écran là, je vais le mettre là. Voilà. À partir du plus bas, ici, et la clôture mensuelle de l'année passée, donc de novembre passé, vous voyez qu'on a un fort mouvement haussier, hein, de long terme. Et ça, si vous tracez cette oblique-là, vous allez obtenir ce qu'on appelle un triangle encore ascendant. Et les triangles ascendants, c'est fait pour être sorti plus par le haut que par le bas. Donc, a priori, techniquement, le dos est haussier. Okay? Le dos est haussier, il n'y a rien à faire. On est dans une phase de compression parce que ça forme le triangle. Attendez, je vais juste vous donner un peu un visuel. Je vais le retirer après parce que bon, moi je le vois. Vous voyez ici. Vous voyez là. Vous voyez, donc ça c'est ça. Donc on est dans une phase de compression, ok. Donc c'est pour ça que le marché se cherche, mais il y a plus de chances que on brise cette ligne grise et ce support orange ici que j'ai dessiné pour sortir justement vers le haut et aller viser justement les nouveaux records. Voilà, on est habitué à ça sur le dos. Donc à court terme, on est neutre, c'est sûr. À moyen terme, on est haussier et à long terme, on est haussier jusqu'à nouvel ordre sur le Dow Jones. Même constat sur le Nasdaq. C'est pareil, vous voyez, c'est quasiment de la copie conforme. On est encore là à des niveaux hebdomadaires historiques. On a une tendance de fond à long terme et on a une contraction, voilà, un confinage au niveau de ce triangle haussier dont la sortie se fera plus généralement à la hausse qu'à la baisse. C'est pour ça que j'aime trader les indices parce que c'est facile. Si vous travaillez sur le dos, vous allez voir que c'est les mêmes configurations qui apparaissent soit sur le S&P ou bien sur le Nasdaq. Donc, c'est facile de travailler en convergence de flux, bien sûr, sur les indices. Donc, ainsi s'achève cette émission. J'ai été très ravi donc de présenter ce point de marché complet qui vous a donné donc un tour d'horizon global et qui vous permettront donc d'être orienté vers des stratégies de façon très, très pragmatique et de faire attention à l'actualité macroéconomique globale. Donc, pour finir, donc, on va voir que si je vous montre en fait le récapitulatif en fait de tout ce qu'on a dit, voilà, je vais rétrécir mon écran pour que vous puissiez voir, pardonnez-moi, voilà. Donc, comme vous le voyez, au niveau du Forex, donc GBP-USD, fondamentalement neutre, on est dans l'incertitude avec le dollar, et on n'a pas de catalyseur au niveau de la Grande-Bretagne. Pour le moment, c'est du statu quo, même si techniquement, on est haussier. On le voit ici, court terme, intraday, on est haussier. Et long terme, on est haussier en swing. Au niveau de l'USD CAD, fondamentalement neutre, il n'y a rien à faire. Demain également, décision au niveau de l'ALENA ou bien du NAFTA. Techniquement, à court terme, à l'intraday, c'est neutre, on a vu, il n'y a rien à faire, on est dans un range. Et à long terme, c'est tendance à être baissier. Au niveau de l'euro-dollar, fondamentalement haussier, soutenu par la politique monétaire européenne et également la politique intérieure au niveau de l'Allemagne. À court terme, on est neutre, il n'y a rien à faire, puisqu'on a vu le range en orange que je vous avais mis. Et à long terme, c'est sûr qu'on est haussier. Au niveau du Dow Jones, fondamentalement haussier, comme on a vu, technique court terme et long terme haussier. Le Nasdaq, même constat. Okay? Au niveau des matières premières, MP, donc l'or, fondamentalement, on est neutre.
Parce que c'est ce qu'on attend. On attend des catalyseurs géopolitiques ou bien vraiment une, la fragilité apparente du dollar risque de faire pousser un peu l'or à la hausse. Mais pour le moment, il n'y a pas de ce genre d'éléments. Les techniques au court terme, c'est neutre, on l'a vu. À long terme, on a tendance à vouloir payer l'or. Voilà. Tant que le dollar sera aussi en tendance, en pression baissière, aura tendance à payer l'or puisqu'ils sont inversement corrélés. Le pétrole, le Brent est fondamentalement haussier. Au niveau du court terme, on a vu qu'il était neutre. Et au niveau du long terme, il est haussier. Le cuivre, c'est pareil, à cause des chiffres économiques de la Chine. Le cuivre est fondamentalement haussier. À court terme, c'est neutre, il n'y a rien à faire. À long terme, c'est également neutre. Voilà. Le gaz naturel, c'est pareil, fondamentalement haussier. Court terme, baissier, technique, et technique long terme, neutre. Pour finir, donc, les bons du trésor, fondamentalement, on est baissier, comme on a vu sur le graphe. Également en fonction de la politique monétaire, puisque si les banques centrales sont dans une politique hawkish, donc une politique de hausse des taux, on aura donc tendance à voir que le cours général des bons du trésor, puisqu'ils visent à rétrécir leur bilan, donc on va voir bien sûr une baisse progressive de leur actifs détenus en obligataire. Donc fondamentalement, on est baissier sur l'eurobond et baissier également sur les autres bons d'État américains. Court terme, on est neutre, techniquement à court terme, et en long terme, on est baissier. Fondamentalement, au niveau du T-note, on est haussier jusqu'à nouvel ordre. Techniquement, on est baissier, on a vu, on a rompu la zone en bleu, et à long terme, on est peut-être neutre. Mais étant donné qu'on a justement un fondamental qui est haussier, puisqu'au niveau des États-Unis, les Américains ne sont pas prêts à arrêter le quantitative easing, donc, on aura tendance justement, c'est pour ça que je vous dis, à payer justement la zone des 120, 121 points pour aller viser les plus hauts, puisque techniquement, on est dans un biseau descendant, ok? Donc, la sortie est généralement haussière. Et on attend également qu'il donne une vision claire, non seulement au niveau du shutdown, pour continuer à financer l'activité du fédéral, et également à réitérer leur souhait de continuer à imprimer justement des billets. Voilà. C'est pour ça que fondamentalement, sur le T-Note, on est haussier. Merci infiniment d'avoir suivi cette émission. Partagez-la, likez-la. C'est un réel plaisir pour moi de partager mon point de vue. N'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter au www.gstacademy.com, à vous abonner également à notre chaîne YouTube qui est GSTA Global Strategy Academy et également Facebook. Merci encore d'avoir suivi cette émission et passez un très bon début de semaine et on se retrouve mercredi pour une séance de live scalping. Allez, au revoir.